Bienvenue dans Proteinology, le podcast qui traite des différents aspects autour des protéines, les aspects nutritionnels, technologiques et scientifiques. Je reçois des chercheurs qui sont experts de leur domaine. Nous décortiquons leurs travaux, discutons de leurs trouvailles et questionnons les aspects qui sont connus ou moins connus. Je mets également un point d'honneur à vulgariser la science pour que ça soit accessible au plus grand nombre. Bienvenue dans mon podcast, je suis Salia Belaïd. Bonjour, je reçois aujourd'hui Didier Dupont, qui est directeur de recherche à l'INRA de Rennes. Il est reconnu pour son expertise sur la digestion des aliments. Il coordonne notamment le réseau Infogest et c'est l'un des experts les plus reconnus à l'échelle internationale sur les protéines laitières. Bonjour Didier. Bonjour Salia. Alors, aujourd'hui, Didier, j'aimerais bien commencer avec vous par l'exploration de la digestion des protéines. Comme vous le savez, mon podcast est vraiment dédié aux protéines et je sais que vous avez dédié en fait une grande partie de vos travaux à ça. Et j'aimerais rentrer directement dans le vif du sujet et vous poser une question. Que devient une protéine lorsqu'elle n'est pas digérée ? D'accord, effectivement, on rentre dans le vif du sujet, c'est une bonne question. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des cas, la majorité des cas, une protéine alimentaire va être digérée en grande partie dans le tube digestif et absorbée au niveau de l'intestin grêle. Sur certaines protéines, par exemple les protéines animales comme les protéines laitières, une protéine va être digérée à peu près à entre 90 et 95%. Ce qui veut dire qu'elle va être donc découpée, digérée et absorbée au niveau de l'intestin grêle. Et seule une petite fraction, donc c'est 5-10%, va continuer en fait son chemin dans le tube digestif pour atteindre le gros intestin, où là, elle va être métabolisée par le microbiote intestinal. Donc par les bactéries qui sont présentes dans notre tube digestif. Et donc là, ce qu'on sait, c'est que en règle générale, les acides aminés, donc qui sont les parties qui composent les protéines, vont être métabolisés soit en composés qui sont plutôt positifs pour la santé, par exemple des acides gras à courte chaîne. Donc il y a des travaux qui montrent que ça va générer du propionate, du butyrate, de l'acétate, plutôt positifs pour la santé, mais aussi des composés un peu plus négatifs pour la santé. On parle pas mal de production d'amines, de production d'indole, de phénol, voire de composés soufrés, dont on dit qu'ils sont plutôt néfastes pour la santé de l'homme. Alors, actuellement, on pense que dans un régime alimentaire bien équilibré, la majeure partie des protéines va donc être digérée, absorbée et ça va pas poser vraiment de problème. Par contre, c'est vrai qu'on s'interroge actuellement et c'est un petit peu un front de science, c'est-à-dire c'est un domaine dans lequel on arrive à la limite de nos connaissances. Si vraiment on switch et on bascule sur un régime qui va être par exemple très axé protéines végétales qui sont un peu moins digestibles que les protéines animales, on va avoir une proportion plus importante des protéines qui seront non digérées, non absorbées, qui vont atteindre le côlon. Et là, on ne sait pas très très bien ce qui va se passer. D'accord. Voilà, ça fait partie des travaux sur lesquels on veut investiguer dans les dernières années. Et j'ai justement déposé dernièrement un projet là-dessus pour essayer de comprendre ce qui allait se passer si on avait une augmentation de la proportion de protéines moins digestes dans notre diète. Et du coup, aujourd'hui, on n'a pas une compréhension claire de quelle voie pourrait être favorisée, ou plutôt qu'est-ce qui favorise une voie plutôt qu'une autre, c'est-à-dire aller produire des acides gras à courte chaîne. Non, j'ai refait un petit peu le tour de la biblio il y a pas longtemps justement pour ce projet-là, et on sait qu'il y a les diverses possibilités, plutôt positives, plutôt négatives. On a l'impression qu'il y a une sorte d'équilibre qui se fait, donc que tout se passe bien, mais cet équilibre, il est peut-être fragile et peut-être qu'il sera remis en cause si on part sur des régimes un peu différents. Ok, très bien. Très intéressant en tout cas. Oui, je pense qu'il y a des pistes à creuser dans ce domaine-là. Ouais, effectivement. Et Didier, en fait, je suis très curieuse du coup de savoir en fait dans votre parcours, déjà que vous nous racontiez un petit peu votre parcours et que vous nous disiez qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la digestion des aliments en général et puis des protéines en particulier. D'accord. Donc moi, j'ai plutôt un parcours académique classique. Donc j'ai fait l'université, une thèse en biochimie, on va dire biochimie plutôt des aliments. Et j'ai intégré très rapidement l'INRAE après ma thèse, qui s'appelait l'INRA à l'époque, en tant que chargé de recherche.
Et pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé dans une unité à l'est de la France, dans le Jura, à Poligny, sur la qualité des produits laitiers. Et je travaillais en particulier sur les systèmes protéolytiques qui sont présents à l'état naturel dans le lait et qui peuvent altérer ou au contraire exacerber la qualité des produits laitiers. Et puis j'avais un peu l'impression d'avoir fait un peu le tour de la question. Enfin, je trouvais que j'étais un peu dans une routine et donc j'ai demandé à faire une mobilité internationale. Donc je suis parti un an avec ma famille, ma femme et mes 3 enfants. On est parti en Angleterre. J'ai travaillé donc grâce à une bourse Marie Curie, une bourse européenne que j'avais obtenue. J'ai travaillé à l'Institute of Food Research de Norwich, dans le Royaume-Uni. Et là, j'ai commencé à être intégré dans une équipe qui s'intéressait beaucoup à tout ce qui était digestibilité, allergénicité des protéines. Donc ça m'a permis de commencer à travailler sur le sujet, à développer un modèle de digestion. C'est le premier modèle que j'ai développé, le modèle de l'enfant. Et puis quand je suis revenu à l'INRA, eh ben je suis revenu à Rennes et non pas à Poligny. Et là, très rapidement, on m'a confié l'animation d'une équipe de recherche que j'ai animée pendant 12 ans et qui s'intéressait vraiment à tout ce qui était mécanisme de digestion des aliments et conséquences sur la santé de l'homme. Donc voilà, on est maintenant 25 personnes à peu près dans cette équipe et on produit entre 25 et 30 publications par an. Donc on a une très bonne visibilité parce que tous les chercheurs de l'équipe travaillent sur la digestion avec des approches très différentes les uns des autres, avec des questions de recherche très différentes, mais on travaille tous sur le même thème. Du coup, c'est vraiment un travail d'équipe et c'est très, très motivant. Très bien. Et vous avez un site internet spécifiquement pour votre équipe? Oui, tout à fait, oui. Ouais. Tout à fait. On a le site du laboratoire, donc avec des pages spécifiques pour chacune des équipes où on fait un petit peu, on met en valeur nos faits marquants, donc les principales recherches qu'on a obtenues au cours des dernières années, quoi. Bien sûr. Bah, j'ajouterai du coup le lien Ouais, vers votre équipe. d'accord, Comme ça, très les bien, gens pourront aller tout à regarder un fait. petit peu les membres de Mmh, l'équipe et les travaux que vous avez, ainsi que les meilleurs résultats, mmh, évidemment. Et vous avez évoqué du coup, Didier, le travail sur des modèles. oui, Et je sais que durant votre carrière, vous avez développé effectivement différents modèles, oui, in vitro et in vivo, oui, pour évaluer la digestion. C'est quoi ces modèles? Est-ce que vous ouais. pourriez nous en dire un peu plus et qu'est-ce que ça apporte à la recherche? Ouais. Alors, je vais peut-être différencier les modèles in vitro des modèles in vivo parce que c'est quand même assez différent. Dans des modèles in vitro, je vais commencer par l'in vitro, on essaie en fait de simuler les conditions physico-chimiques, enzymatiques, voire biomécaniques que l'aliment va rencontrer lorsqu'il va passer dans les différents compartiments du tube digestif. Donc, on a comme ça 2 grands types de modèles qu'on a développés avec mon équipe. Des modèles dits statiques. Alors, ces statiques, ça consiste en une série de bioréacteurs. Donc, on a un premier bioréacteur qui va mimer ce qui se passe dans la bouche. Puis, une fois que la réaction est terminée, on transfère le tout dans un deuxième bioréacteur qui va mimer ce qui se passe dans l'estomac. Puis, un troisième bioréacteur qui va mimer ce qui se passe dans l'intestin grêle. Alors, ce sont des conditions statiques parce que ce sont des modèles assez simples dans lesquels les conditions vont rester constantes. Par exemple, typiquement, le pH de l'estomac va rester constant. Alors qu'on sait que in vivo, dans la réalité physiologique, pardon, le pH va beaucoup évoluer au cours de la prise alimentaire et au cours de la digestion. Donc là, typiquement, ce sont des modèles très simples où on fixe les conditions. Il n'y a pas vraiment de flux de l'aliment dans les différents compartiments du tube digestif, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que la première étape soit complètement finalisée pour que la deuxième démarre, ce qui est pas le cas dans la vraie vie. Pareil, on a encore toute une proportion de l'aliment qui est dans notre estomac, alors qu'il y en a déjà une partie qui est dans l'intestin grêle. C'est un phénomène vraiment dynamique. Donc ça, c'est des modèles très simples, les modèles in vitro statiques. On a des protocoles qui miment le tube digestif du nouveau-né, de l'adulte et de la personne âgée. Mais ce sont des méthodes qui sont très, très utilisées par les chercheurs académiques ou industriels dans le monde entier. Hein, on a fait une étude dernièrement, on a trouvé à peu près 92% ou 95%, je sais plus, des publications qui sont sur ce type de méthode-là. Donc c'est vraiment des modèles très utilisés. Ça peut permettre d'avoir une première idée, faire un peu du screening. Si par exemple on travaille sur de nouvelles sources de protéines, on peut regarder un petit peu comment elles vont se comporter par rapport à des protéines qu'on connaît mieux, comme par exemple les protéines animales. Un peu plus sophistiqué, on a les modèles in vitro, cette fois-ci dynamiques. Donc là, ce sont vraiment des simulateurs de digestion. Moi, j'en ai 3 dans mon équipe, là, où on a toujours cette succession de compartiments, mais on va avoir justement
toutes les conditions vont être en dynamique, c'est-à-dire qu'on va on va recréer le flux de l'aliment dans les différents compartiments du tube digestif. On va injecter les enzymes digestives, la bile en conditions réelles. Le pH, on va pouvoir le changer en fonction et mimer exactement ce qui se passe chez l'homme. Donc, si on a des paramètres tout est piloté par ordinateur, bien sûr, et thermostaté à 37 degrés. On va pouvoir vraiment recréer un tube digestif artificiel avec ces systèmes-là. Alors, le dernier jouet qu'on a acquis, c'est un simulateur absolument incroyable qui a été développé en Chine à l'université de Suzhou et qui est doté d'organes réels en silicone. Donc, par exemple, on a un estomac en silicone avec des galets qui vont recréer les contractions de l'estomac. Donc là, on a tout le volet biomécanique qu'on n'a pas forcément sur les autres simulateurs qu'on va pouvoir recréer et on va pouvoir voir en quoi ce volet biomécanique va impacter la digestion. Donc ça, c'est pour les modèles in vitro. Et puis, bien sûr, il y a des fois, on a besoin de modèles un petit peu plus complexes pour essayer, par exemple, d'avoir la réponse de l'hôte. Et là, on va aller plutôt sur des modèles in vivo. Donc, nous, on a choisi avec mon équipe, il y a une vingtaine d'années, de travailler plutôt sur le porc comme modèle de l'homme. On a accès à une dizaine de kilomètres de Rennes à une plateforme INRAE qui travaille sur le porc. Donc, on a un accès facilité à des animaux, des porcs, des mini-porcs, des porcelets, des mini-porcelets, et avec nos agents qui sont capables de faire de la chirurgie sur ces animaux et de placer des canules ou des cathéters à différents endroits du tube digestif, par exemple, les canules pour pouvoir collecter les échantillons sans avoir besoin d'abattre les animaux. Ils font ça dans des conditions extrêmement maîtrisées, comme dans un hôpital. Je veux dire, c'est vraiment exactement pareil. Et ça permet de réduire énormément le nombre d'animaux qu'on utilise. Il y a pas si longtemps que ça, il y a une vingtaine d'années, sur une manip classique, on utilisait une centaine d'animaux. Maintenant, avec 10 animaux, on a exactement les mêmes résultats, la même robustesse des résultats. D'accord. Donc, c'est vraiment très bien. Donc voilà, on a accès à ces différents types d'animaux. Et puis là, on va regarder un petit peu plus la réponse de l'hôte. C'est-à-dire, par exemple, si on donne un aliment, quel impact il va y avoir, par exemple, sur l'immunité? Quel impact il va y avoir sur le microbiote intestinal? Donc ça, c'est des choses qui sont peut-être plus faciles à aborder in vivo que in vitro. Alors in vitro, il y a quand même des modèles cellulaires qui nous permettent maintenant de travailler un peu sur ces réponses-là, et puis des digesteurs aussi coliques qui nous permettent de voir l'impact sur le microbiote. Mais pour l'instant, on travaille plutôt in vivo quand on veut répondre à ces questions-là. D'accord. Et j'aimerais juste revenir sur les modèles in vitro pour m'y être intéressée pendant longtemps. Ouais. C'est pas si simple que ça. Non. Donc il y a effectivement beaucoup de technicité déjà, et il faut le comprendre. C'est très très technique, surtout pour les modèles dynamiques, j'entends. Ah oui, c'est sûr. Et après, à votre avis, quels sont les freins, ou peut-être est-ce qu'il y aurait un modèle qui est le plus évolué aujourd'hui de tout ce que vous avez testé? Alors, moi, je dis toujours, quand je fais une conférence sur les modèles de digestion, je dis toujours, il faut partir du principe qu'un modèle, par définition, il est faux. Voilà. Donc, il est faux. On sait que c'est une représentation biaisée d'une réalité qu'on n'arrive pas à recréer exactement parfaitement, quoi. Donc, nos modèles, ils sont faux, mais on essaie de les rendre les moins faux possibles. Donc, ça, c'est déjà le premier truc, c'est que en fait, je pense qu'il faut toujours partir de la question de recherche qu'on a. Qu'est-ce qu'on veut essayer de démontrer? Et essayer de trouver le meilleur modèle, le modèle le plus adapté, tout en connaissant ses avantages, mais aussi ses limites. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire dire à certains modèles très simples. On parlait des modèles in vitro statiques. Et il y a des choses qu'on ne peut pas définir avec un modèle statique. Il est trop simple. Alors, c'est déjà des modèles qui sont assez compliqués quand même à mettre en œuvre dans un laboratoire. Oui. Mais voilà, la réalité du tube digestif est tellement complexe, avec des phénomènes de régulation, tout ça qu'on peut pas mimer, qu'on ne peut pas faire dire n'importe quoi à ces modèles-là. Donc voilà, je pense qu'on a besoin d'acquérir de plus en plus de données chez l'homme pour pouvoir essayer d'améliorer constamment nos modèles, et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaie de faire. Là, par exemple, j'ai une collaboration actuellement avec l'université de Louvain, département de sciences pharmaceutiques, où ils font des études chez l'homme, et ils ont réussi à nous récupérer des effluents intestinaux, c'est-à-dire qu'ils aspirent le contenu de l'intestin grêle d'homme, et ils nous ont envoyé ça. Et nous, on a caractérisé toutes les enzymes digestives. Et on a vraiment des valeurs très très fines maintenant, alors que dans la littérature, on s'appuyait beaucoup sur des papiers assez anciens, dans lesquels on savait pas très bien comment c'était déterminé, quelles étaient les conditions expérimentales. Et là, maintenant, on commence à avoir des données plus solides. Donc, on va progressivement essayer d'améliorer régulièrement les modèles qu'on propose. Certainement, oui. Et j'ai lu d'ailleurs que vous aviez un guide pratique des modèles in vitro, et qui est en open access. Oui.
Où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, en fait, c'est essentiellement toutes les publications qu'on a fait Mmh. dans le réseau InfoGest. L'idée, c'est de vraiment partager notre connaissance du processus digestif et de l'ouvrir à toute la communauté scientifique. Donc, toutes nos publications, on essaie de les rendre totalement disponibles en open access, avec des feuilles de calcul, par exemple. Si vous allez sur le site de la publication du modèle InfoGest, alors il y en a deux, mais le plus récent, c'est une publication qui date de 2019 dans Nature Protocols. Il y a des feuilles de calcul qui vont permettre aux utilisateurs de rentrer la quantité d'aliments qu'il a et automatiquement, tout va se calculer, la quantité d'enzymes qu'il doit peser, etc. Mmh. Tout va être détaillé pour D'accord. faciliter l'utilisation par les utilisateurs et éviter les petites erreurs qu'on a pu voir. On a fait beaucoup d'essais interlaboratoires dans le cadre de Mmh. ce réseau et on s'est rendu compte que même quand le protocole il est très bien décrit étape par étape, il y a de temps en temps où on interprète un petit peu différemment les choses et on peut avoir des différences qui sont très marquées des fois. Donc on a essayé de faire vraiment quelque chose qui soit assez convivial et assez facile d'utilisation. Bah, je pense que Voilà, ça va être quelque chose de très pratique et voilà. précieux pour des gens au Oui. laboratoire, effectivement. Et sur le site d'InfoGest, il y a aussi des vidéos D'accord. qui peuvent permettre aux utilisateurs de savoir comment on calibre une enzyme digestive, Mmh. comment on utilise le modèle, des Oui. petites vidéos. Donc on retrouve tout ça sur le site d'InfoGest. Oui, alors notre chaîne YouTube. On a une Oui. chaîne YouTube. Il D'accord. suffit de taper InfoGest et je pense qu'on va directement dessus. D'accord. Bah, Voilà. écoutez, j'ajouterai du coup le lien D'accord. vers ça. Je pense que c'est très précieux, hein. Mm, En fait, il y a des questionnements comme ça qui parfois sont très basiques, mais qui au tout à fait. final peuvent complètement Mm, bloquer. Et au-delà du coup de ces modèles où au final vous regardez la digestion vraiment de l'aliment mhm. complet, mais vous vous êtes aussi intéressé à la digestion des protéines en particulier. Oui. Et en fait, j'ai lu dans certaines de vos publis où vous décriviez en fait comment la protéine était digérée Mhm. et cette cascade Oui. de digestion, alors que lorsqu'on est sur un modèle in vitro, moi je n'ai travaillé que sur des modèles Mhm. in vitro, en fait j'ai l'impression qu'il y a plutôt une optimisation de la digestion de la protéine dans notre protocole Mhm. et c'est tout. Il n'y a pas cet aspect dynamique. Ouais, ouais, tout à Est-ce fait. que vous pourriez nous raconter un peu ça, de comment se Ouais. passe du coup c'est la digestion d'une protéine? Ouais, alors une protéine, quand on l'ingère, bon, elle va déjà être dans la bouche, il va pas se passer grand-chose, hein. Il y a très, très peu d'activité, mais il y a une toute petite activité protéolytique et on ne sait pas très bien à quoi elle est liée. On pense qu'elle est liée à l'activité protéolytique de certaines bactéries du microbiote buccal, hein. Mmh. Donc ça va être variable d'un individu à un autre en fonction de notre microbiote, mais c'est vraiment infime par rapport au reste de la digestion qui va se passer dans les autres compartiments. La digestion, elle va commencer essentiellement dans l'estomac par l'action de la pepsine, qui est une protéase qui va en gros couper les grosses protéines en gros fragments. Voilà, elle va faire donc c'est vraiment une prédigestion qui va se passer au niveau intestinal, au niveau gastrique, pardon, au niveau stomacal. Ensuite, ces peptides et protéines vont passer dans le compartiment suivant, dans l'intestin grêle, où là, il va y avoir une hydrolyse beaucoup plus importante par les enzymes pancréatiques, hein. On a tout un cocktail d'enzymes pancréatiques, trypsine, chymotrypsine, élastase, carboxypeptidase, qui vont vraiment découper tous ces peptides en tout petits peptides ou acides aminés libres. Et ces acides aminés libres et ces petits peptides, c'est ça qui va pouvoir être absorbé. Alors il y a encore une autre étape au niveau de la digestion, c'est que lorsque ces molécules, dans la lumière de l'intestin grêle, vont s'approcher de la barrière épithéliale pour être absorbées, les cellules épithéliales sont dotées d'un arsenal enzymatique qui va finaliser la digestion de ces peptides, donc et de ces acides aminés. Donc on va vraiment découper les petits peptides en tout petits peptides absorbables. Et donc là, c'est ce qu'on essaie de mimer un petit peu dans nos modèles. Pour l'instant, les modèles comme le modèle InfoGest miment ce qui se passe dans la bouche, dans l'estomac et dans la lumière de l'intestin grêle. On mime pas encore ce qui se passe dans l'épithélium, mais j'ai une thèse qui travaille là-dessus actuellement. Et il y a des équipes, notamment italiennes, qui sont très fortes là-dessus pour intégrer l'action des enzymes de la bordure en brosse de l'épithélium intestinal. Donc voilà un petit peu voilà comment ça se passe. Et puis donc toutes celles qui n'auront pas été totalement hydrolysées en petits peptides ou en acides aminés et qui n'auront pas été absorbées continueront leur chemin. C'est ce qu'on disait tout à l'heure et rejoindront le côlon où elles seront fermentées par les bactéries du microbiote. D'accord. Et est-ce que toutes les protéines qui vont arriver vont être digérées en même temps? Ou est-ce qu'il y a une Non. répartition dans le temps? Oui, oui. Alors tout à fait, il y a une répartition dans le temps. On parle des fois on parle de protéines lentes, protéines rapides, comme les sucres lents, sucres rapides. Donc là, ça va être des protéines qui vont être digérées de la même façon. Enfin,
le résultat final va être le même, c'est-à-dire que ce sera très bien digéré. On a des digestibilités de plus de 90% sur les protéines lentes et rapides, en particulier celles du lait. Par contre, la vitesse de digestion va être très très différente. En fait, ce qui se passe, si je prends peut-être l'exemple des protéines laitières, parce que Bien c'est sûr. quand même l'exemple le plus Oui. connu en termes de protéines lentes versus rapides. Dans le lait, on a deux grandes familles de protéines. Les caséines, qui représentent à peu près 80% des protéines du lait de vache, et qui sont des protéines, c'est 4 protéines, qui sont très peu structurées, mais qui sont regroupées sous la forme d'une petite pelote qu'on appelle la micelle de caséine, et qui donne sa couleur blanche au lait. Donc on a les caséines d'un côté, et puis de l'autre côté, on a les protéines du lactosérum ou du petit lait, qu'on appelle aussi les protéines sériques, qui elles sont très opposées en termes de structure, parce que ce sont des protéines très globulaires, mais qui sont solubles. Donc quand on ingère ces protéines, elles vont se retrouver donc rapidement dans l'estomac. Les protéines du lactosérum, les protéines sériques vont rester solubles, et donc elles vont être très rapidement vidangées de l'estomac dans l'intestin grêle. Quand elles vont rentrer dans l'intestin grêle, elles vont être tout de suite métabolisées. Donc, elles vont donner un pic d'acides aminés très important et très précoce. À l'inverse, les caséines, quand elles vont rentrer dans l'estomac, elles vont coaguler. Elles vont former un coagulum comme un peu un cahier quand on fabrique un fromage à partir de lait. Et donc, finalement, ce coagulum, il va rester beaucoup plus longtemps dans l'estomac. Il va falloir qu'il soit érodé très progressivement par la pepsine pour être réduit sous forme de petites particules, pour être ensuite transféré dans l'intestin grêle, où là, les caséines seront métabolisées. Il faut savoir qu'une particule alimentaire, on dit toujours qu'il faut qu'elle soit d'un diamètre inférieur à 2 mm pour être transférée de l'estomac vers l'intestin grêle. Donc un gros coagulum, il va falloir vraiment qu'il soit érodé par les enzymes pour réduit sous forme de petites particules qui vont être ensuite métabolisées. Et donc, à l'inverse des protéines du lactosérum, on a un pic très important, très intense et très précoce, mais qui redescend assez rapidement. Les caséines, elles vont donner un pic assez lent, beaucoup moins élevé, mais beaucoup plus constant et beaucoup plus durable. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que le lait est un très bon aliment. Alors, je ne fais pas de la publicité pour mon laboratoire, mais parce qu'en fait, c'est un mélange un peu des deux. Donc, on a à la fois une réponse rapide avec les protéines du lactosérum et puis une réponse beaucoup plus lente sur la durée avec les caséines. Est-ce que c'est pour ça que les sportifs consomment des protéines sériques? Oui, tout à fait. On a vraiment, ça a été bien démontré que les protéines du lactosérum sont particulièrement adaptées aux besoins de l'athlète et aux besoins de la personne âgée aussi, notamment pour favoriser la synthèse protéique musculaire. En fait, elles vont être donc très rapidement métabolisées et ça va donner un pic d'acides aminés dans la circulation qui va permettre de restaurer cette synthèse protéique musculaire. Donc, c'est vraiment des protéines de très grande qualité. En plus, elles ont une digestibilité qui est très élevée. Et puis, elles ont un profil en acides aminés qui est très bien équilibré, avec notamment pas mal d'acides aminés branchés, comme la leucine en particulier, qui vont agir comme des signaux et qui vont permettre de restaurer la synthèse protéique musculaire. C'est pour ça qu'on voit beaucoup, notamment de bodybuilders qui utilisent ils disent de la whey, parce que c'est le terme anglais pour lactosérum, parce que ça va permettre de faire du muscle. Oui, effectivement. Et là, vous avez évoqué les seniors et je sais que vous avez travaillé aussi sur des modèles que Oui. vous avez adaptés justement pour les seniors, mais Oui. aussi pour les enfants. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les spécificités du coup des seniors et des enfants par rapport au final aux différences physiologiques? Alors pour les enfants, on a travaillé plutôt sur vraiment le premier âge, donc les nouveau-nés. On a beaucoup essayé de regarder comment les capacités digestives évoluaient au cours de la vie de l'enfant. Et effectivement, l'enfant à la naissance, il a un tube digestif qui est un peu immature. Il produit certaines enzymes digestives, mais pas toutes. Et donc, il faut, quand on développe un modèle, il faut tenir compte de ça. Donc typiquement, le modèle de l'enfant a des quantités d'enzymes digestives moindres par rapport à celui de l'adulte. Les pH sont globalement plus élevés au niveau de l'estomac, le pH est plus élevé parce qu'il y a moins de sécrétion d'acide que chez un adulte. Et c'est essentiellement ça qui varie entre le modèle de l'enfant et le modèle de l'adulte. Pour le modèle du senior, c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est en gros une dégénérescence des fonctions digestives, des capacités digestives au cours du vieillissement. Et là encore, on va avoir des enzymes digestives qui vont baisser. Les activités vont baisser, ça on a pas mal de papiers qui le montrent. On a des pH de l'estomac qui va augmenter puisqu'on va avoir moins de sécrétion acide, là encore. Ça a été répertorié. Et puis aussi, une chose qu'on voit pas chez l'enfant, c'est une augmentation de la durée du transit. Le transit est plus lent. Donc typiquement, sur un modèle senior, on va avoir par exemple une phase gastrique qui va durer 3 heures, alors que pour l'adulte, on la mime en 2 heures seulement. Voilà. D'accord. C'est un peu les différences qu'on a. Alors après, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a proposé
proposer à la communauté scientifique avec le réseau InfoGest un modèle du senior, mais c'est très imparfait. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait qu'on soit capable de proposer plusieurs modèles au cours du vieillissement du senior. On sait très bien que les capacités digestives d'un homme de 65 ans seront beaucoup plus performantes que celles d'un homme de 80, voire a fortiori d'un homme de 90 ans. Et donc, au départ, quand on a commencé ce travail au niveau du réseau, on voulait essayer de développer plusieurs modèles. Sauf que nos modèles, on les développe en se basant sur des données de la littérature. Et malheureusement, on n'avait pas de données de littérature pour certains paramètres pour des personnes de plus de 70-75 ans. Donc, on a pu développer qu'un seul modèle senior de plus de 65 ans, mais probablement que c'est un modèle plutôt d'un senior plutôt jeune et plutôt en bonne santé. Ce sont ceux qui participent souvent aux études cliniques en plus. Donc, c'est ceux-là pour lesquels on a des données. Donc, c'est ce qui serait vraiment intéressant, c'est d'avoir des données sur des personnes plus âgées, parce que je pense qu'à partir d'un certain âge, il va y avoir vraiment une déclinaison assez forte des capacités digestives. Et qu'est-ce qui est recommandé du coup dans ce cas? Dans le cas des protéines, est-ce que c'est consommer quelque chose de plus hydrolysé? Je ne sais pas. Par exemple, ça peut être ça en fait. Une protéine hydrolysée, alors c'est quelque part une protéine qui est prédigérée, donc qui va être plus rapidement réduite sous forme d'acides aminés libres ou de petits peptides plus facilement absorbables. Donc ça, c'est une possibilité. Il y a certaines protéines dont on sait qu'on a parlé des protéines du lactosérum là qui sont particulièrement adaptées aux personnes âgées aussi parce qu'elles arrivent à assez bien les digérer et ça leur permet de refaire du muscle. Mais voilà, pour voir un petit peu ce qui se passe chez les seniors, on s'aperçoit qu'à un certain âge, les médecins recommandent beaucoup de fortifier les aliments avec des protéines, notamment des protéines de lait, lactosérum ou caséine. Et donc, autant une personne âgée classique va dire mais moi j'ai moins besoin de manger parce que voilà, j'ai pas l'appétit, etc. Mais en fait, on s'aperçoit que le besoin en protéines, il est presque plus important qu'un adulte. Donc c'est pour ça qu'on supplémente assez souvent le régime des personnes âgées, voire très âgées, pour qu'elles aient quand même le niveau de protéines nécessaire. Et tout à l'heure, vous avez évoqué du coup l'hydrolyse ou la digestion des protéines en peptides. Oui. Est-ce qu'on a une compréhension très claire de la taille des peptides qui vont être absorbés ou pas beaucoup? Alors, ce qu'on sait de la littérature, c'est que vont être absorbés essentiellement les acides aminés libres, les dipeptides et les tripeptides. Donc 1, 2, 3 acides aminés. Par contre, nous, on a quand même fait un travail pour étudier l'absorption de peptides beaucoup plus grands. Et donc, on a montré qu'en fait, l'absorption de peptides beaucoup plus grands est possible, mais elle est très limitée. C'est-à-dire que vous imaginez 100 molécules, 100 peptides de la même taille dans la lumière intestinale. En moyenne, il n'y en a qu'une qui va passer de l'autre côté. Donc, c'est quand même la barrière épithéliale, c'est bien une barrière, c'est-à-dire qu'elle arrête pas mal de choses, des pathogènes en particulier, mais aussi des protéines qui seraient pas suffisamment digérées. Ça peut passer quand même, mais de façon très moindre. Et donc, ce sont essentiellement les acides aminés libres et les tout petits peptides qui vont être absorbés. D'accord. Et d'ailleurs, dans ce domaine des peptides, j'ai lu aussi que vous aviez réussi à isoler des peptides bioactifs qui proviennent de protéines laitières, de la digestion de protéines laitières. Moi, je me suis demandé déjà comment vous les avez isolés, comment vous avez testé les fonctionnalités, etc. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu? Alors, on les a pas isolés, on les a identifiés. D'accord. Donc en fait, on a fait une étude clinique où on a fait ingérer à des hommes soit des protéines de lactosérum, soit des protéines, soit des caséines, soit un mélange protéines de lactosérum, caséine. Et on avait placé une sonde naso-intestinale sur ces volontaires, c'est-à-dire une sonde qui passe par le nez et qui descend au niveau de l'intestin grêle. On s'assure qu'elle est bien au niveau de l'intestin grêle en faisant une radio. On donne l'alimentation aux volontaires et régulièrement, on aspire une partie du contenu de leur intestin grêle pour l'analyser. Et comme ça, on a pu identifier, je crois que c'était un peu plus de 16 000 peptides, tout confondu. Donc ça, on a eu vraiment une base de données très intéressante. Et dedans, on a pu trouver des peptides qui sont connus pour être bioactifs. Donc on a vu comme ça pratiquement toutes les bioactivités qui ont été recensées, donc des activités antimicrobiennes, antioxydantes, immunomodulatrices, antihypertensives, etc., etc. Après, la question, c'est est-ce que ces peptides-là ont vraiment une activité? Les identifier, c'est une chose, mais est-ce qu'ils sont vraiment actifs? Ça, c'est autre chose. Ça, je pense que c'est vraiment toute une histoire très, très, très différente. En particulier parce que certains, pour atteindre leur cible physiologique, il va falloir qu'ils passent la barrière épithéliale, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Or, on sait que des peptides un petit peu grands, la plupart vont rester dans la lumière, vont être digérés et réhydrolysés avant de pouvoir passer sous forme toute petite, et on sait également qu'un peptide bioactif qui va atteindre la circulation sanguine, il va être aussi hydrolysé assez rapidement parce qu'il y a des systèmes protéolytiques aussi qui sont très très efficaces. Et je crois qu'il y avait une équipe, il me semble, espagnole qui avait montré le temps de demi-vie d'un peptide dans la circulation, c'était de l'ordre de 4-5 minutes. Donc ça va quand même assez rapidement. Donc entre le moment où on identifie le peptide dans la lumière du tube digestif et la potentialité qu'il ait une action sur un organe périphérique, il y a quand même du chemin. Donc on n'en est pas là. Donc nous, au niveau de notre équipe, on avait volontairement limité nos activités de recherche aux peptides qui ont une activité biologique dans la lumière du tube digestif, qui évite d'avoir à étudier tous les phénomènes d'absorption. Et donc, j'ai des collègues qui ont montré que certains peptides étaient capables de stimuler la production de défensine, de stimuler la production de mucus. Ça, ils l'ont montré in vitro, en culture cellulaire, mais aussi in vivo, sur manip, avec des modèles précliniques, des modèles murins essentiellement, donc rats et souris et rats. Voilà, donc nous, on s'était limité vraiment à ça parce qu'on pensait que c'était le plus facile à faire. Mais il y a quand même d'autres équipes qui ont montré, par exemple, que des peptides à activité antihypertensive ont réellement une activité, c'est-à-dire qu'ils ont simplement fait synthétiser le peptide qu'ils avaient identifié, ils l'ont donné à des volontaires et ils ont comparé avec les 100 peptides. Et il y avait vraiment un impact biologique. Et juste, j'aimerais revenir à ce que vous venez de dire par rapport au temps de demi-vie d'un peptide. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est oxydé très rapidement. Ça veut dire qu'il va être hydrolysé, ouais, assez rapidement, quoi. D'accord. Assez rapidement. D'accord. Donc voilà, on parle souvent voilà, je sais pas, de peptides qui pourraient aller traverser la barrière hémato-encéphalique. Bon, là, c'est un petit peu, c'est pas évident, hein. Il faut du chemin quand même. Oui. Voilà. Donc là, on est vraiment aussi encore au niveau des fronts de science. C'est-à-dire qu'en gros, on sait qu'un peptide est capable de passer, il va aller dans la circulation, mais de là à aller activer certaines cibles périphériques, on a encore besoin de travailler beaucoup pour démontrer ça. Voilà. Très bien. Là, on a beaucoup abordé, du coup, les différents modèles, l'utilisation aussi de protéines laitières comme des modèles, c'est celles qui sont les plus étudiées. Oui. Mais je sais aussi que vous êtes beaucoup intéressé ces dernières années aux protéines végétales, aux protéines alternatives en général. Oui, protéines alternatives, tout à fait. Ouais. Et quels sont les freins que vous avez identifiés sur la digestion de protéines végétales ou alternatives? On a travaillé essentiellement donc soit sur des protéines végétales, plutôt des protéines de légumineuses, ou alors des protéines dites alternatives. Donc là, on a travaillé plutôt sur tout ce qui était microalgues. Actuellement, on a un projet sur macroalgues, donc spiruline pour les microalgues et puis les algues qu'on trouve en Bretagne, par exemple, comme source de protéines. On a un projet là-dessus qui s'appelle Promalg Health actuellement. On essaie de voir si on peut utiliser les algues comme source de protéines justement pour fortifier les aliments à destination des populations âgées. En fait, ce qui caractérise ces protéines alternatives, alors notamment sur les protéines végétales, globalement, il y a des protéines végétales de bonne qualité, on connaît le soja déjà, qui est déjà bien utilisé, mais globalement, on a des digestibilités de ces protéines qui sont plus faibles que celle des protéines animales. Alors que sur une protéine de lait, on va être, comme je vous disais, entre 90-95% de digestibilité chez l'homme. Protéines végétales, on est plutôt vers les 80-85%. C'est lié au caractère parfois très insoluble de ces protéines, qui forment des agrégats et qui sont beaucoup plus difficiles à attaquer, à hydrolyser par les enzymes digestives. Donc il y a ce phénomène-là, déjà une digestibilité globalement un peu plus faible. Le deuxième problème, c'est une séquence en acides aminés qui est parfois incomplète. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elles sont carencées en certains acides aminés, indispensables. En particulier, les céréales, par exemple, vont être carencées plutôt en lysine, voire isoleucine, alors que les légumineuses vont être plutôt carencées en acides aminés soufrés et éventuellement en tryptophane aussi. Donc, ce qui veut dire que si on ne peut pas procurer tous les acides aminés indispensables avec une protéine, on va pas pouvoir faire de synthèse protéique musculaire on va pas pouvoir faire de muscle avec cette protéine. Donc les protéines végétales vont être limitées par leur carence en certains acides aminés et une façon d'outrepasser cette limite, c'est de les associer, de faire des mix. Et puis troisième problème avec les protéines végétales en particulier, c'est la présence de facteurs antinutritionnels
qui sont bien connus et qui vont entraîner justement une baisse de la digestibilité. On va avoir parfois des facteurs antitrypsiques qu'on a pu rencontrer, qui nous ont posé pas mal de problèmes et qui diminuent la digestibilité de ces protéines, qui réduisent l'action des enzymes digestives. Alors on travaille quand même pas mal sur les procédés de transformation, savoir si certains procédés de transformation peuvent permettre d'améliorer la digestibilité de ces protéines végétales. On a travaillé en particulier sur l'extrusion, qui a montré d'assez bons résultats. Les traitements thermiques, des traitements physiques peuvent aussi améliorer les choses. Donc voilà un petit peu où on en est. Donc globalement, des protéines qui sont intéressantes parce que de toute façon, il faut qu'on aille vers une diversification de notre diète et une végétalisation de la diète. Ça, c'est un des grands objectifs qu'il faut qu'on ait pour la planète. Mais il y a quand même quelques contraintes, une digestibilité plus faible, certaines carences en acides aminés, puis la présence de facteurs antinutritionnels. Est-ce que vous avez remarqué des différences de digestibilité entre des légumineuses et des céréales? Alors moi, j'ai pas travaillé directement sur céréales. J'ai eu aucun projet sur céréales, donc j'ai travaillé que sur les légumineuses. D'accord. Mais alors j'ai pas de référence directe sur les céréales. En tout cas, dans mon équipe, on n'a pas abordé ça. Mais bon, globalement, c'est un peu pareil, sauf que les acides aminés limitants sont pas les mêmes, quoi. Oui. Et dans vos travaux sur la spiruline, par exemple? Oui. Oui, qu'est-ce que ça a donné? Bah, ça a donné qu'on avait des digestibilités. Alors, je crois la digestibilité moyenne sur la spiruline, on était à 81%. Mmh. Voilà. Donc, c'est quand même pas, c'est pas la même qualité qu'une protéine animale. Oui. Mais c'est une source qui est assez riche en protéines. Bon, c'était dans un programme régional, donc on essayait d'avoir à la fois la production en Bretagne, la transformation et puis l'application dans des aliments. Voilà, c'était un peu l'objectif, c'est de trouver de nouvelles, une sorte de diversification des sources de protéines. Et puis, quand c'est local, c'est encore un peu mieux parce que ça améliore le bilan carbone de ces protéines-là, quoi. Et j'ai lu aussi que vous aviez travaillé sur des farines d'insectes. On a déposé un projet européen une fois sur D'accord. farine d'insectes, mais qui est pas passé. On n'a pas eu le Ah. financement. Ah, c'est peut-être par rapport à ça. Voilà. Ouais. Donc, D'accord. et on était effectivement, on avait contacté une société française qui Oui. produisait ces farines d'insectes, mais malheureusement, le projet n'est pas passé au niveau européen, donc on n'a pas eu les financements, donc on n'a pas D'accord. travaillé dessus. Et en parlant en fait de toutes les carences effectivement qu'on peut avoir dans des protéines végétales, quand bien même on sait qu'on peut les mélanger, est-ce que vous pensez que, par exemple, pour une poudre infantile, on peut utiliser du 100% végétal? Ah, alors, sur les formules infantiles, il existe déjà des formules infantiles Oui. 100% végétales. Mm. Il y a deux formules infantiles. Il y a une formule infantile à base de soja et à base d'hydrolysate. Oui. Alors, justement, il y a pas longtemps, j'ai été intégré dans un groupe d'experts à l'échelle européenne. On a discuté de ces aspects-là pour savoir si on pouvait effectivement faire une formule infantile 100% végétale sans utiliser le soja ou un hydrolysat quelconque. Parce que c'est quand même assez controversé. Les hydrolysateries sont pas extraordinaires. Et puis le soja, il y a quelques contraintes qui font que dans certains pays, elles sont pas très bien reconnues. Et donc, il y a un papier qui a été accepté ce week-end dans Frontiers in Nutrition. Donc, c'est le résultat de nos discussions du groupe d'experts. Grosso modo, moi, mon avis, c'est que sur les formules infantiles premier âge, c'est très compliqué et je vois pas trop l'intérêt d'aller sur des formules 100% végétales. C'est très compliqué justement par rapport à ces questions de carence en acides aminés. Ce serait technologiquement possible en faisant des mélanges de plusieurs. Il y a un papier qui est sorti il y a quelques mois ou quelques années où ils arrivaient à une formule infantile premier âge en mélangeant six sources végétales différentes. Donc c'est quand même pas simple. Voilà, il y a la présence de facteurs antinutritionnels, etc., etc. Et puis ce qu'on redoute le plus sur la période 0-6 mois, c'est le développement d'allergies à certains végétaux. Donc typiquement, je pense que ce serait tout à fait envisageable plutôt sur des formules deuxième âge, c'est-à-dire pour des enfants de plus de 6 mois. Et là, en mélangeant les variétés, les espèces végétales, on peut arriver à des formules 100% végétales. Et c'est aussi la période à laquelle la diversification de l'alimentation commence. Donc, on a moins de risques d'avoir des problèmes de réaction allergique. D'accord. Mais sur le premier âge,
moi, je serais pas très favorable Mhm. et je vois pas trop l'intérêt, quoi. Oui, oui. Ce Pour, qui, ce qui est assez drôle d'ailleurs, mm, c'est que dans notre groupe d'experts, il y avait des pédiatres, hein, bien sûr, mm. hein, qui disaient qu'en fait, ils avaient plein de clients qui étaient véganes, Ah oui. mais Mm. pour leurs enfants, pour eux, c'était pas, au moment de la diversification où ils voulaient que leurs enfants deviennent véganes, mais Mm. pas pendant la période infantile, et il n'y avait pas de besoin, il n'y avait pas de demande. En tout Mm. cas, Mm. les deux pédiatres qu'il y avait dans le groupe nous ont Mm. dit, moi, je n'ai jamais eu de client qui m'ait demandé une formule 100% végétale pour son enfant. Oui, non, je ne pense pas que ça se fasse ainsi. J'imagine peut-être pour les enfants qui sont allergiques. Ouais, tout à fait. Voilà, Tout à fait. c'est Donc peut-être là, pour ça. il y a les formules donc soja ou hydrolysadri, et Oui, puis il y a des formules hypoallergéniques qui exactement. sont hydrolysées. Mm. Voilà, avec différents niveaux d'hydrolyse, hein. Il y a des formules dont l'hydrolyse est très poussée. Il y a même des formules d'acide aminé libre en cas de vraiment donc on a des solutions pour des enfants qui sont allergiques. On a des solutions. Je Mm. suis pas sûr qu'il y ait besoin de développer de nouvelles formules infantiles végétales, 100% végétales. Et on est en train d'ailleurs, dans le cadre d'un consortium européen, de travailler sur les outils de prédiction pour essayer d'estimer si une protéine nouvelle, alternative, qu'elle soit végétale ou autre, risque d'engendrer un risque allergique. Et c'est pas facile du tout, c'est pas du tout facile à estimer. Donc Non. on essaie par différentes approches, différents types de méthodes, d'essayer d'avoir un faisceau d'indices qui nous disent ah attention là il y a un risque, et donc euh, alerter un petit peu les industriels qui voudraient mettre Mm. ces formules, ces protéines sur le marché. D'accord. En fait, au-delà des protéines, effectivement, j'aimerais bien qu'on dézoome un petit peu. Mhm. Et je sais que tout un volet de vos recherches, en fait, s'est intéressé aux interactions entre la structure de l'aliment Oui, et sa digestion. oui, tout à fait. Et par structure, j'entends vraiment la structure physique, Oui, voilà, état absolument. liquide ou Ouais, solide, ouais, ouais, etc. Est-ce que c'est du lait? Est-ce que c'est du ouais. fromage? Voilà. Bah, ça a été un des premiers projets que j'ai fait quand je suis arrivé à Rennes, donc il y a maintenant 18 ans. C'est parti d'une question très simple. On s'est demandé, mais finalement, est-ce qu'il vaut mieux boire un verre de lait ou manger un yaourt? Et ça nous semblait tellement évident et basique comme question. On a essayé de regarder dans la littérature et on n'a pas vraiment la réponse. Alors, on savait Mm, que ce soit le lait ou le yaourt, on a une digestibilité qui est très élevée. mm, Donc, ça va être des protéines qui vont être quand même très bien digérées, très bien absorbées, donc très bien métabolisées par l'homme. Mais on savait pas très bien si c'était exactement identique, quoi. Et donc, on a fait tout un projet où on a conçu des produits laitiers, différents types de produits laitiers, à composition identique, donc exactement la même composition, même quantité de protéines, même quantité de lactose, etc. Mais on a fait varier la structure. On est allé de structures liquides à des gels, en allant à des présolides, on va dire. mm, Et on a regardé, on a utilisé le porc comme modèle de l'homme pour regarder comment ces protéines étaient dirigées, ces aliments étaient digérés. Et ce qu'on voit, ben, c'est du bon sens, hein, mais on s'aperçoit que l'état physique du produit va beaucoup jouer va beaucoup influencer la cinétique de libération et d'hydrolyse des protéines. mm, Sur les produits liquides, en fait, ils vont être rapidement métabolisés, donc on va avoir très facilement des pics d'acides aminés dans le plasma, alors que les gels seront beaucoup plus visqueux, vont rester plus longtemps dans l'estomac et vont être mm, libérés plus doucement. Et puis les produits quasi solides, eux, vont rester longtemps. Et il va falloir très longtemps avant que les particules soient suffisamment petites pour qu'elles puissent être transférées à l'intestin grêle et mm, métabolisées. mm. Donc, au final, la digestibilité est identique, quel que soit le produit, mais les cinétiques de libération des protéines sont totalement différentes. Hmm. Donc, on revient à protéines lentes et rapides, Exactement, mais liées tout à vraiment à fait, l'état physique de tout à fait. l'aliment. Et Hmm. on est allé au-delà, donc ça c'était, on va dire, la structure à l'échelle macroscopique, hein, liquide, l'état physique liquide, gel, solide. Et on a fait un deuxième projet où on a regardé à même état physique, donc on a pris des gels de blanc d'œuf, est-ce que la microstructure, c'est-à-dire la façon dont les constituants sont organisés au sein de la matrice à l'échelle microscopique, est-ce que ça joue? Hmm. Et on a montré très facilement qu'en fait, ça jouait énormément aussi
dans la façon dont ces matrices étaient hydrolysées. Et typiquement, on avait des gels de blanc d'œuf avec, alors je passe les détails, hein, mais des gels de blanc d'œuf très denses, avec des protéines qui étaient très denses, très structurées de façon très, très, très compacte, on va dire, et des gels de blanc d'œuf qui avaient à peu près la même rhéologie, mais qui étaient en microstructures assez différents. On a montré que les enzymes digestives étaient capables de diffuser à l'intérieur du gel et d'aller l'éroder de l'intérieur, alors que sur les gels très denses, ce n'était que de l'hydrolyse en périphérie, et donc c'était beaucoup plus lent à digérer. Et qu'est-ce que vous pensez en fait de l'impact des process pour avoir, par exemple, si je compare le lait au fromage, Oui. je me dis, ok, il y a l'impact de l'état physique, mais il y a aussi l'impact du process qu'a subi le fromage pour être du fromage. Oui, tout à fait. Du coup, est-ce que si je prends juste une protéine, enfin un lait auquel je fais subir un traitement thermique, etc., est-ce qu'il sera comparable à du lait cru ou pas? Alors non. Les traitements thermiques, les traitements technologiques, de toute façon, ont souvent une influence sur la façon dont les protéines vont être digérées. On sait que, par exemple, les traitements thermiques assez intenses au niveau du lait vont avoir tendance à dénaturer et à faire s'agréger les protéines du lactosérum, qui viennent s'agréger à la surface des caséines, et donc ça modifie la façon dont les caséines sont elles-mêmes digérées. Donc, ils sont pas du tout sans influence. Après, on reste quand même sur des produits qui sont quand même très bien digérés et très bien absorbés. Que ce soit un yaourt, un lait ou un fromage, c'est un très bon apport, à la fois en protéines, aussi en calcium, mais des très bons apports qui seront bien métabolisés par l'organisme, quoi. Oui, d'accord. Et d'ailleurs, il y a aussi un travail qui a été fait sur les laits infantiles biomimétiques. Oui. Pour les rendre, en fait, pour jouer un peu sur la structure afin de les rendre plus digestes. Oui. C'est vrai. C'est parti d'un constat qu'on a fait, en fait, quand on a commencé à travailler sur la problématique néonatale. On a regardé un petit peu les données de la littérature et on a vu que il y avait des études cliniques qui montraient les différences de temps de demi-vidange. Alors, en gros, de vitesse de vidange entre un lait maternel et une formule infantile. Et on a vu que les temps étaient très différents. Une formule infantile a un temps de demi-vidange, donc le temps qui est nécessaire pour que 50% de l'aliment soit transféré de l'estomac à l'intestin grêle, qui est très supérieur à celui du lait maternel. Donc, on s'est demandé comment on pouvait expliquer ces différences. Alors, entre les deux produits, il y a quand même pas mal de différences, à la fois au niveau protéines, puisque dans le lait humain, ce sont des protéines humaines, qui sont un peu différentes de celles du lait de vache pour les formules infantiles. Donc, c'est déjà pas la même nature des protéines. Elles sont pas exactement organisées de la même façon. Et pour les lipides, c'est pareil. Dans le lait maternel, en fait, les lipides sont organisés sous forme d'une structure native, naturelle, qu'on appelle le globule gras. Alors, c'est une espèce de grosse gouttelette de triglycérides qui est entourée par une tricouche de phospholipides dans laquelle il y a plein de trucs qui sont donc des protéines et des lipides dits mineurs qui sont encastrés. Donc, on a cette structure dans le lait maternel, et puis dans les formules infantiles, on applique un process d'homogénéisation, permettre que la formule soit stable, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de déphasage quand la maman réhydrate la formule dans le biberon, quoi. Et donc, on applique ce processus d'homogénéisation qui va casser ce gros globule en petites gouttelettes lipidiques qui vont donc avoir un impact très, très fort sur la digestion, la façon dont sont digérés les lipides. Donc, on a des différences structurales entre les deux produits, et puis on a des différences tout simplement liées au fait que le lait maternel, c'est un produit cru, natif, naturel, on va dire, alors qu'une formule infantile, voilà, pour des besoins d'hygiène, on subisse des cascades de traitements thermiques pour s'assurer qu'on ne va pas contaminer l'enfant avec des bactéries pathogènes, quoi. Et donc, dans un projet de recherche assez récent, ma collègue Amélie Degler, qui est donc professeure à l'Institut Agro Rennes-Angers, elle a essayé de voir si on pouvait développer de nouveaux itinéraires technologiques pour des formules infantiles en se passant des traitements thermiques. Donc, elle a travaillé sur des cascades de filtration. D'accord. Pour épurer et éliminer les bactéries. Et elle a pu montrer comme ça qu'on arrivait à faire une formule infantile native,
dont on a regardé l'évolution dans nos simulateurs de digestion, donc qui est très différente d'une formule traitée thermiquement, hein. Toujours pareil en termes de cinétique, ça change un peu, hein, ça change un peu la donne. Et puis on a fait une manip sur souris pour voir qu'il y avait un impact aussi sur le microbiote. Et là, en fait, on vient tout juste d'obtenir un nouveau. Donc c'est une autre collègue de mon laboratoire, Sergine Evin, qui vient d'obtenir un financement de l'ANR, un joli financement de l'ANR pour un projet sur lequel on va justement continuer ces travaux pour essayer de voir si ces formules infantiles natives, elles ont un impact sur la santé de l'enfant. Et donc, on va travailler sur modèle animal, puisque bien sûr, on ne peut pas travailler directement sur l'enfant, mais avec un modèle porcelain, on est quand même assez proche des conditions du jeune enfant, et donc généralement, les conclusions qu'on a réussi à obtenir étaient assez proches de ce qui se passe chez l'homme. D'accord. Donc voilà, on est vraiment aux limites du savoir, de la connaissance. On continue à travailler là-dessus. D'accord. Et je suis curieuse de ces process dont vous parlez, en fait, de cascade d'ultrafiltration. Et d'un point de vue bactériaux, en fait, ça arrive à résister dans le temps aussi. Oui. C'était un peu l'enjeu. C'était est-ce qu'on va être capable de faire des formules infantiles qui soient nickel au niveau microbio. Et ça, on l'a montré, c'est possible. J'ai pas dit que c'était facile. J'ai pas dit que c'était directement transférable à l'industrie agroalimentaire, parce que là, nous, on travaille à des échelles qui sont plus petites. Bien sûr. Donc, nous, on a une plateforme technologique avec des pilotes, mais on est à une échelle semi-industrielle. Donc, on a réussi à le faire à l'échelle semi-industrielle. Est-ce que ce serait intéressant pour un industriel de mettre ça à une échelle plus grande? Est-ce que ce serait possible? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres contraintes? Ça, c'est probable. Hein, mais en tout cas, à notre niveau et à notre échelle, ça a été possible. Et donc, ça ouvre quand même tout un tas de possibles. En particulier, on pensait à tout un tas de composés mineurs qui sont présents dans le lait maternel, qui doivent jouer un rôle sur l'immunité de l'enfant, mais que si on les rajoute, et il y a eu déjà des tentatives de les rajouter à des formules infantiles, on fait un traitement thermique et on les dénature. Et donc, elles n'ont plus aucune activité. Typiquement, avec une formule native, on se dit qu'on pourrait peut-être ajouter certaines molécules dont on sait qu'elles vont avoir un impact positif sur la maturation immunitaire de l'enfant, par exemple. Intéressant et prometteur, en tout cas. Ouais. Et du coup, ça va continuer avec ce projet ANR qui s'ouvre pour voir vraiment les impacts sur la santé. Tout à fait. Ça, c'est super. On va suivre ça. Et j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du réseau Infogest. Que vous nous expliquiez du coup en quoi ça consiste, qui est impliqué là-dedans. Voilà. Alors, le réseau Infogest, en fait, c'est quand j'ai commencé à travailler sur la digestion, j'ai essayé de voir s'il y avait des modèles qui étaient disponibles dans la littérature. Et en fait, il y en avait plein. On avait recensé, je crois, presque 80 modèles de digestion in vitro. Donc, en fait, chaque équipe avait développé son propre modèle. Ce qui faisait que, à chaque fois qu'on trouvait un résultat dans la littérature, on ne pouvait pas le comparer aux autres parce qu'il était obtenu dans des conditions différentes. Donc, en 2011, moi, je me suis dit, ça vaudrait quand même le coup de travailler tous ensemble, d'essayer de partager un petit peu notre connaissance de tout ça pour essayer d'avancer ensemble et pas s'éparpiller comme ça. Donc, j'ai obtenu un financement européen pendant 4 ans, de 2011 à 2015, pour créer une action cost qui s'appelait Infogest, justement, dans laquelle, effectivement, l'idée, c'était de partager un petit peu notre connaissance du processus digestif, d'essayer d'harmoniser un peu les modèles. Donc, on est passé de 80 modèles à un modèle. Maintenant, on utilise à peu près tous le même. Un peu partout dans le monde, on l'utilise. Donc, ça nous permet vraiment de comparer nos résultats entre équipes de recherche, quoi. À l'heure actuelle, le réseau regroupe 800 chercheurs de 300 instituts dans 60 pays. Donc, il y a vraiment tous les continents sont représentés. On a des événements chaque année pour essayer de se retrouver, essayer de partager notre connaissance. On fait beaucoup d'essais interlaboratoires. On rédige des publications ensemble, etc. Donc, il y a vraiment une dynamique internationale qui s'est créée et on va avoir notre prochain congrès l'année prochaine, en 2026, en Pologne. D'accord. Et on attend pas mal de participants. D'accord. Et il y a des thématiques particulières lorsque vous organisez les congrès comme ça? Ouais, c'est ça. Pour l'instant, dans Infogest, on a 8 groupes de travail qui fonctionnent en parallèle. Donc, certains travaillent sur les modèles in vitro. Donc, ils essaient de développer de nouveaux modèles in vitro de populations spécifiques. Par exemple, ça a été le cas pour la personne âgée. C'est parti de ce groupe de travail-là. On a essayé de travailler vraiment sur un modèle du senior en essayant de se mettre tous d'accord sur un seul modèle du senior et on a réussi à le faire et on l'a publié.
Il y en a d'autres qui travaillent sur les modèles d'absorption. Donc, de plus en plus, on s'intéresse à ce qui se passe. Donc, les modèles cellulaires, les modèles ex vivo, etc. Certains travaillent vraiment sur les lipides, d'autres travaillent plutôt sur l'amidon. On a deux groupes qui se sont créés dernièrement. L'un travaille sur toutes les techniques d'imagerie pour suivre la digestion, donc particulièrement l'IRM. Et un dernier travaille sur le processus oral. En quoi le processus oral impacte le processus digestif. Et là, c'est pareil, ça nous semble tellement évident qu'il y a un impact, mais finalement, quand on regarde la littérature, il n'y a pas beaucoup de travaux là-dessus. Donc, entre une personne qui va donner 2 coups de dent dans son steak et avaler tout rond, et une personne qui va mâcher, comme moi je fais, pendant 10 minutes, bah forcément, les cinétiques d'hydrolyse des protéines vont être complètement différentes derrière, quoi. C'est sûr. Et toujours dans cette thématique de collaboration, est-ce que vous êtes impliqué dans des projets internationaux actuellement? Oui, bah là, on a un projet européen. On vient de finir un projet européen sur la personne âgée, là. On a rendu nos conclusions il y a quelques mois. Il y a eu un joli travail de publication. Il y a une bonne douzaine de publications à l'issue de ce projet. On en a un donc sur les liens allergénicité, digestibilité, projet européen. Je travaille aussi sur un projet international qui s'appelle Plant for Space. Et c'est les Australiens qui ont regroupé un consortium international pour essayer de trouver de nouvelles sources de protéines que les astronautes pourraient emmener et cultiver dans l'atmosphère. En gros, c'est essayer d'augmenter la durée des missions spatiales, en rendant les personnes autonomes, en rendant les astronautes autonomes. Et donc, ils avaient besoin d'une équipe qui s'occupe plutôt de regarder justement les questions de digestibilité, de qualité nutritionnelle des protéines. Donc, ils ont fait appel à nous. Voilà, donc il y a vraiment pas mal de projets à l'international qui ont lieu sur ce thème et on répond souvent à des appels d'offres. On n'est pas toujours très chanceux, on n'a pas toujours les financements qu'on voudrait, mais il y a une vraie dynamique internationale sur ce thème. Effectivement, c'est la vie de la recherche, si je peux dire. Tout à fait. Et est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur le projet que vous avez évoqué sur relation entre allergénicité et digestion? Oui, alors c'est un doctoral network, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une dizaine de thèses, c'est 10 thèses, qui ont lieu dans différents pays européens, mais qui sont toutes connectées autour d'un thème. Et donc, le thème, c'est est-ce qu'on peut développer des outils de prédiction pour prédire qu'une protéine alternative va être allergénique ou pas. Et donc, moi, dans ce cadre-là, je dirige une thèse qui essaie de faire le lien entre l'aptitude d'une protéine à être digérée et son aptitude à stimuler le système immunitaire et à engendrer une réaction allergique. Donc, on essaie de regarder sur différents types de protéines. Là, on travaille pas mal sur les protéines de légumineuses pour voir comment ces protéines sont hydrolysées, voir un peu le peptidome qu'on va avoir à l'échelle intestinale et essayer de comparer ça avec des outils parfois in silico aux épitopes qui sont connus comme étant les épitopes majoritairement impliqués dans les réactions allergiques. D'accord. C'est quelque chose que vous avez déjà étudié dans le passé Oui, ou pas? on avait fait un projet pour l'EFSA. On avait été financé par l'EFSA pour justement travailler sur ces questions-là, parce que l'EFSA, il y a un groupe de l'EFSA qui veut justement essayer de faire un petit peu la clarté autour de ces liens digestibilité-allergénicité. Et il nous avait demandé de travailler sur une dizaine de protéines alimentaires, de les étudier en digestion, de regarder un petit peu le peptidome et d'essayer de corréler ça à des épitopes connus. Alors ça marche très très bien sur certains types de protéines, sur d'autres beaucoup moins bien, donc on ne sait pas très bien pourquoi ça marche moins bien. Est-ce que c'est parce que les épitopes sont moins bien connus, ont été moins bien identifiés? Bon, des épitopes immunodominants dans les questions d'allergie, c'est souvent des épitopes un peu conformationnels. Donc, c'est pas forcément une séquence en soi, c'est plutôt des acides aminés qui sont assez éloignés dans la séquence, mais qui vont, grâce au repliement tridimensionnel de la protéine, former un motif ensemble. Donc, c'est pas forcément facile de faire le lien. Mais pour certaines protéines, ça marchait très très bien. D'accord. Voilà. Donc, vous avez montré que la digestion ou la digestibilité avait un impact sur l'allergénicité. Oui. Par contre, dans le projet européen dans lequel je travaille, on ne s'intéresse pas uniquement à la voie gastro-intestinale. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent sur la voie cutanée,
une sensibilisation via la peau, sensibilisation via les voies aériennes. Hein. On sait qu'il y a beaucoup de réactions croisées qui existent. Par exemple, on sait qu'il y a plein de gens qui commencent à devenir allergiques à des fruits qu'ils ont consommés toute leur vie, ce qui va à l'encontre de tout ce qu'on connaît sur l'allergie alimentaire. L'allergie alimentaire, on sait que généralement, on ingère une nouvelle protéine, il se passe rien, mais en fait, il se passe rien, on n'a pas de symptômes. Mais ce qui se passe dans notre organisme, c'est que cette protéine est reconnue de façon un peu aberrante par le système immunitaire et ça se traduit par la production d'immunoglobulines de type E, des IgE. Et lorsqu'on reconsomme une deuxième fois cette protéine, les IgE vont venir se fixer sur des cellules particulières et ça va entraîner une dégranulation, une rupture de ces cellules qui vont libérer des médiateurs, de l'histamine en particulier, dans tout l'organisme et qui vont entraîner des symptômes. Donc c'est à la deuxième consommation qu'on va avoir les symptômes. Et là, on n'a pas très bien compris au début pourquoi un quinquagénaire devenait très sensible à la pomme. En croquant dans une pomme, il y avait une sensation Et en fait, c'est tout simplement parce que il y a des allergènes environnementaux, en particulier le pollen de bouleau. Il y a un allergène qui a une structure tridimensionnelle très proche de protéines présentes dans la pomme. Donc en fait, on se sensibilise progressivement en inhalant des pollens de bouleau et progressivement, à un moment donné, on commence à voir apparaître des symptômes, même sur des aliments qu'on a consommés depuis toujours. Et est-ce que c'est du coup une stratégie pour diminuer la sensibilité d'un enfant, enfin d'un bébé? Alors, il y a toute une thèse qui s'intéresse alors je sais pas comment on dit, c'est threshold, c'est-à-dire le seuil. La limite, le seuil. Le oui, seuil, oui, voilà. oui. C'est-à-dire qu'en fait, ils essaient de déterminer comment on pourrait estimer un seuil pour les différents allergènes chez alors que ce soit des enfants ou des adultes, qui permettent, c'est quelque chose de très important parce que ça permet quand même à la personne de consommer l'aliment en quantité modérée si c'est à partir du seuil à partir duquel il va commencer à être malade, quoi. Donc ça c'est pareil, c'est des travaux qui sont très compliqués parce qu'il y a de la variabilité entre individus très importante, mais voilà, il travaille actuellement là-dessus et je pense que c'est quand même assez prometteur et c'est notamment très intéressant dans le cas de personnes, notamment d'enfants qui sont sensibles à plein de choses. Moi, j'avais rencontré une fois une maman dont le fils était allergique aux protéines de céréales, enfin gluten, lait, œufs, il en avait 4-5 comme ça, c'était absolument invivable. L'enfant ne pouvait pas aller à la cantine, ne pouvait jamais aller chez des copains manger un gâteau ou quelque chose comme ça, c'était invivable, quoi. Donc c'est vrai que si sur ces personnes-là, on leur dit bon ben voilà, les œufs, tu peux quand même en manger un petit peu sans être malade et on leur donne vraiment un seuil bien particulier, ça peut quand même rendre leur vie un petit peu plus C'est sûr. plus agréable, quoi. C'est clair. Merci beaucoup pour cet échange. On arrive à la fin et j'ai 5 petites questions sur lesquelles j'attends vraiment une réponse rapide, une réponse courte. Voilà. D'accord. Vous êtes prêts? Ouais. Ouais. Une protéine végétale qui est sous-estimée. Sous-estimée. Alors. Ou qui est prometteuse. Prometteuse. Voilà. Alors la févrole, je dirais. La févrole. On a travaillé dans 2 projets sur la févrole. C'est quelque chose, c'est une légumineuse qui pousse assez bien finalement, y compris dans les conditions pédoclimatiques bretonnes. Et puis on a vu que en termes de digestibilité, elle était pas si mal que ça. Au niveau technologique, elle se travaille assez bien. Donc je pense que c'est une source qui est intéressante. Très bien. Deuxième question. Est-ce qu'il y aurait un mythe sur la digestion des protéines que vous aimeriez déconstruire? Là, je sais pas trop. Non, peut-être pas vraiment un mythe, mais peut-être établir une certaine vérité par rapport aux besoins nutritionnels d'un adulte. On entend partout qu'il faut manger des trucs enrichis en protéines, que c'est bon pour la santé et tout. Un adulte normal qui a une alimentation à peu près équilibrée, il n'a pas besoin d'un surexcès de protéines. Il n'y a pas besoin de ça. Donc, soyons vigilants et alors, sauf si vous faites vraiment des activités physiques comme voilà du bodybuilding et que vous voulez prendre en masse, il n'y a pas besoin de manger trop de protéines et voilà, un régime tout à fait équilibré est suffisant. Voilà. Très bien. Qui aimeriez-vous entendre sur mon podcast? Ah, alors peut-être. Alors moi, je suis plutôt un spécialiste des sciences des aliments, donc je pense sur ces questions-là,
Il y a des nutritionnistes qui sont très bons en France. On a plusieurs. Alors, je vais citer peut-être des noms. Je voudrais pas en oublier mais c'est des collègues avec lesquels je travaille. Donc, je pense à des gens comme Claire Gaudichon, Dominique Dardevet, Didier Raymond, etc., qui sont de très bons nutritionnistes et dont eux, c'est le métier et qui connaissent beaucoup mieux l'in vivo que moi. Et puis, peut-être des cliniciens aussi. Oui. Je pense à des gens comme Yves Boiry ou Stéphane Vallerand, des gens comme ça qui ont le volet du patient. Et ça, c'est vraiment très intéressant, quoi. Merci. Très complémentaire. Très bien. Ensuite, est-ce que vous auriez un ouvrage, une publication qui regrouperait un peu le travail sur la digestion des protéines pour mieux le comprendre en fait? Ah ouais. Alors, il y a une dizaine d'années, on avait publié un livre aux éditions Quae qui devait s'appeler Structure des aliments, effets nutritionnels, quelque chose comme ça. Et ça regroupe des chapitres de toutes les personnes que j'ai citées là précédemment et d'autres. Et on avait fait un gros travail quand même, parce que c'est assez long. On avait mis, je crois, au moins 18 mois pour sortir ce bouquin. Donc, qui est disponible aux éditions Quae. Et voilà, ça donne une bonne synthèse en français en plus. Donc, c'est rare, accessible. effectivement. Voilà. J'ajouterai du coup la référence. D'accord. Et une dernière, quel conseil simple vous auriez pour évaluer la digestibilité d'une protéine de façon correcte? Alors, on est actuellement dans Infogest en train de proposer d'utiliser le modèle Infogest pour l'étude de l'estimation de la digestibilité. Donc, on arrive à des corrélations qui sont plutôt intéressantes avec l'in vivo. Je pense que c'est pas la panacée, c'est-à-dire que voilà, mais je pense que ma recommandation ce serait quand même d'utiliser ce modèle sur ce protéique et de comparer avec des protéines dont on connaît bien les digestibilités et de voir comment la protéine se classe par rapport aux autres. D'accord. Après, le gold standard, ça reste la manip chez l'homme. Et si vraiment on veut avoir une idée très précise, il vaut mieux aller faire une détermination directe chez l'homme. Mais bien sûr, c'est beaucoup plus, ça coûte beaucoup plus cher. Mais ça reste vraiment la panacée, quoi. C'est normal. Effectivement, c'est le modèle parfait. C'est le modèle parfait, voilà, exactement. Même s'il y a des variabilités interindividuelles qui font que des fois, on est un petit peu dubitatif devant les résultats qu'on obtient, mais c'est quand même, ça reste le gold standard, quoi. Le meilleur modèle. Eh ben, merci infiniment Didier pour cet échange très riche. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour nos auditeurs? Non, écoutez, manger des protéines. Non, je pense que là où on en est actuellement, c'est vraiment trouver des nouvelles protéines, des protéines alternatives, parce qu'on sait qu'il faut vraiment aller vers cette diversification, vers cette végétalisation de la diète. Il y a des protéines qui sont intéressantes et il faut qu'on travaille beaucoup plus sur le sourcing, comment obtenir des quantités importantes de protéines, comment les transformer sans qu'elles soient ultra transformées, mais en les transformant, en essayant d'améliorer leur digestibilité. Et les qualités sensorielles aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi important au niveau de certaines protéines, notamment végétales. Donc là, vraiment, c'est le champ sur lequel on va travailler énormément dans les prochaines années. Donc j'ai beaucoup d'espoir à ce qu'on fasse quelques progrès sur ce thème. Très bien, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir.